Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, ainsi qu'un festival du film et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Gautroux et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 82e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 16 août, il est exactement 10h15 et pour le retour de Pause Report après une pause estivale, nous allons bien évidemment parler du grand rendez-vous de la fin d'été, la solitaire du Figaro, dont la 53e édition s'élance dimanche avec 34 skippers sur la ligne de départ à Nantes. Pour en parler, 3 invités. Le premier, le nouveau directeur de course de la solitaire, Yann Château, qui est déjà à pied d'œuvre à Nantes. Salut Yann. Salut. Le second ne sera pas au départ dimanche après 16 participations consécutives, mais reste un observateur attentif du circuit Figaro-Beneteau. Il s'agit du Normand Alexis Loison, qui est encore chez lui à Cherbourg. Salut Alexis. Salut à tous. Et le troisième est un pilier de la classe Figaro, dont il fait partie du conseil d'administration et de la commission course. Il a notamment été à l'initiative du Vivi Trophy qui récompense le premier étranger de la solitaire. Vous l'avez tous reconnu, il s'agit de Marcus Hutchinson qui vient d'arriver hier soir à Nantes en convoyage. Salut Marcus. Salut tout le monde. Bon, messieurs, avant de vous donner la parole et d'évoquer cette 53e édition, une petite présentation rapide de cette solitaire à laquelle, comme l'année dernière, seront 34 à participer. Parmi ces 34 solitaires, et c'est à noter, il y aura 10 étrangers, ce qui fera forcément plaisir à Marcus, 9 bisus, soit plus du quart de la flotte, et 5 femmes. À noter également qu'il n'y a aucun ancien vainqueur sur le départ sur cette édition. Contrairement aux précédentes, il n'y aura que 3 étapes contre souvent 4 habituellement, mais 3 longues étapes. La première qui s'élance dimanche entre Nantes et Port-la-Forêt via le Pays de Galles de 644 000. La seconde entre Port-la-Forêt et Royan en passant par le sud de l'Angleterre et les Anglo-Normandes, 635 000. Et la troisième qui est un aller-retour entre le golfe de Gascogne, entre Royan et Saint-Nazaire via la Corogne, longue de 700 000, soit un total de 1979 000 exactement. Commençons justement par évoquer ce parcours avec celui qui a contribué à le dessiner, le directeur de course Yann Château. Yann, peux-tu un peu nous expliquer comment se concocte un parcours de solitaire du Figaro ? Le parcours de la solitaire, il se concocte en prenant en compte plusieurs facteurs. Donc, le premier, c'est aussi de répondre un peu à l'histoire de la solitaire du Figaro et explorer différentes mers. Donc, on essaie toujours de jouer dans le golfe de Gascogne, en mer Celtique, en Manche. Le deuxième, c'est d'avoir une épreuve qui correspond un peu au niveau des marins et proposer une difficulté technique. Alors là, forcément, sur une solitaire en 3 étapes, on a un peu musclé les étapes pour avoir quelque chose de dense. Là où sur une solitaire à 4 étapes, on a toujours une un peu plus petite pour pouvoir permettre une récupération plus optimale des marins. D'accord. Et justement, pourquoi avoir choisi 3 étapes cette année? Ces dernières éditions, il y avait plutôt 4 étapes. Parfois, il y avait effectivement une étape très courte, une étape sprint de 100 000 notamment en 2020. Pourquoi 3 étapes sur cette édition? 3 étapes, c'est aussi lié aux difficultés de trouver des villes qui accueillent la solitaire du Figaro. Donc, en fonction des possibilités, se dessinent soit parfois 4 étapes, soit parfois 3 étapes. Et puis, les étapes sprint qui ont été testées effectivement plusieurs fois en étant dans la même ville, n'ont pas toujours eu un accueil très favorable des marins parce que ça peut aussi générer des écarts importants sur une étape qui, sur le papier, n'est pas très importante. D'accord. Alexis, toi, comme je le disais en introduction, hein, tu n'es pas au départ cette année après 16 éditions consécutives. Quel est ton regard un peu sur le parcours de cette 53e édition? C'est un parcours effectivement avec 3 grandes étapes. Parfois, on qualifie quelques étapes sur une solitaire d'étapes de montagne. Là, j'ai l'impression que ce sera
il n'y aura que de la montagne. Tout en respectant, comme le disait Yann, un peu les traditions. Il y a un parcours qui va dans le golf, il y a une des étapes qui va dans le golf, une des étapes qui va en Manche, et une autre étape qui fait un peu côte sud bretonne, passage de Ratsin, tout ça, pour aller du côté de la mer Celtique. Non, c'est vrai que c'est un parcours complet et ok, il n'y a que 3 étapes, mais vu l'immensité de chaque étape, c'est comme un parcours à 4 étapes, je pense. Ouais, toi, le format à 3 étapes, ça te plaît ou tu l'as forcément déjà expérimenté? Ouais, alors j'aimais bien 4 étapes, Ouais. mais c'est vrai que après les étapes, il y a les étapes sur le papier, puis il y a les étapes que les marins vont vivre, hein, et c'est vrai que des fois, une étape que de 300 000 peut être incroyablement belle et moins monotone qu'une étape de 600 000 et inversement. Donc là maintenant, c'est aussi l'ingrédient météo qui dessinera aussi les étapes, hein. C'est vrai qu'il y a des étapes qui peuvent paraître simples sur le papier. Et en fait, avec une météo complexe, une dorsale qui passe en plein milieu, par exemple, ça peut complètement redistribuer les cartes. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura beaucoup de choses à raconter après chaque étape, ça c'est sûr. Ouais, et quelle est celle qui te plaît le plus, toi? Bonne question. Je dirais que l'étape 2 avec tout ce passage en Manche du côté de Eddystone et des îles anglo-normandes me plaît beaucoup, mais c'est parce que c'est mon jardin, donc c'est pour ça que j'ai une préférence pour celle-là. Mais non, je trouve que c'est vraiment 3 belles étapes et très complètes. Donc non, ça va être magnifique à suivre. Magnifique à suivre. Et toi, Marcus, quel est un peu ton sentiment sur ce parcours? Je crois que c'est pour la troisième ou quatrième fois de suite. Il y a pas d'étape à l'étranger. Est-ce que toi, qui es un fervent partisan de la solitaire, du circuit Figaro que tu suis depuis longtemps, est-ce que ça te chagrine un peu qu'il n'y ait pas d'escale étrangère? Oui, mais on va pas polémiquer là-dessus, hein. Je pense que c'était évident pendant le Covid, aussi Sport et toute l'équipe d'organisation de la solitaire, ils ont bien réussi à faire dérouler cette course malgré tout. Et c'était quand même, on sort d'une période très très compliquée. Maintenant, on est pas seulement l'organisation des courses, mais aussi la classe, etc. On a repris les choses en main sur plusieurs dossiers. Et puis, il y a des nouveaux arrivés au sein de la flotte. C'est vrai qu'il n'y a plus un ancien vainqueur sur cette édition, mais il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, il y a beaucoup plus d'étrangers, il y a beaucoup d'amateurs aussi. C'est l'année d'amateurs. Je suis juste déçu que Laurent Givry n'a pas pu être avec nous aussi, mais on a au moins 3, 4 amateurs éclairés qui sont sur la course. Mais l'escale à l'étranger, évidemment, c'est compliqué. Logistiquement, ça coûte un peu d'argent, mais évidemment, je pense que c'est très important, mais je sais que ça va revenir dans un an ou deux. On va retourner ou en Irlande ou en Espagne ou au Portugal ou la Grande-Bretagne. Non, c'est très important que la solitaire, qui sur sa 53e année cette année, revient à l'étranger un petit peu, parce que, mine de rien, quand tu avais cité, ça pèse un tiers de la flotte, c'est des étrangers maintenant. Donc, il faut quand même, ou un quart. Donc, faut quand même aller encore plus loin. Alexis, toi, tu as vécu pas mal d'étapes à l'étranger, que ce soit en Irlande, en Angleterre, en Espagne, au Portugal. Ça a un charme particulier, une solitaire qui va à l'étranger. Ah oui, oui, forcément, hein, c'est vrai que ça incite au voyage. C'est comme ça qu'on a découvert beaucoup de destinations. C'est aussi du coup des endroits où on a un peu moins l'habitude de naviguer. Et puis c'est vrai que ça dépayse et ça fait partie de l'histoire de cette course, hein. C'est vrai que c'est donc et comme le dit Marcus, c'est vrai que c'est très important que la solitaire soit connue dans les autres pays. Et pour ça, c'est très important pour eux et comme pour nous qu'il y ait des étapes à l'étranger. Et donc, mais j'espère aussi qu'il y aura à nouveau des étapes à l'étranger, mais je suis confiant. Bon, Yann, est-ce que pour les prochaines, vous nous préparez quelques étapes à l'étranger? Alors, c'est pas forcément mon domaine Oui, parce je que c'est sais bien. de ces sports qui font ces recherches-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que il y a eu des premiers contacts de prix avec des villes étrangères.
Alors c'est toujours un peu compliqué à mettre en place. J'ai pas les détails, les tenants, les aboutissants, mais en tout cas, s'il y a une possibilité de ville à l'étranger, elle sera exploitée. D'accord. Parlons maintenant un petit peu du plateau, Yann. 34 marins au départ, comme l'année dernière. Ces dernières années, il y avait plutôt une tendance à la baisse. Est-ce que c'est satisfaisant pour le directeur de course que tu es d'avoir un plateau stable par rapport à l'année dernière? Alors, satisfaisant, oui et non, hein. On peut se satisfaire effectivement du fait que les effectifs ne se réduisent pas davantage. Moi, je suis très content du plateau présent parce que sur l'année dernière, il devait y avoir 13 bisus et beaucoup ont reconduit. De nouveau 9 bisus, donc ça veut dire que la classe Figaro intéresse les gens. On voit d'ailleurs des gens du Mini s'y intéresser, venir. On voit aussi des étrangers qui viennent de l'Olympisme venir sur la classe Figaro. Je pense vraiment que c'est une superbe école de la course au large, quasiment une étape indispensable vers la course au large. Donc je suis content de ces 34. Après, on a eu effectivement un projet qui s'est arrêté très peu de temps avant le départ, donc on aurait dû potentiellement être 35. Et j'aimerais bien, dans les années à venir, à ce que les effectifs grossissent, parce que bah, la course du Figaro, c'est quand même une course qui est très riche sportivement et aussi en termes d'émotion. Parmi ces 34, si je vous dis qu'il y a un très grand favori qui est Tom Laperche, est-ce que vous êtes d'accord, Alexis? Est-ce que toi qui suis quand même toujours attentivement ce circuit et tu as navigué notamment cette année sur la Sardinia Cup avec Elodie Bonafous, pour toi, est-ce que Tom Laperche est le grand favori de cette édition? Ah bah, je pense, ouais, indiscutablement, Tom est le grand favori, hein, rien que pour respecter sa performance en avant-saison. Il a quand même gagné toutes les épreuves d'avant-saison en solitaire. La Sardinia Cup, il fait second, je crois. Troisième. Donc ouais, ouais, c'est sûr que là, il est vraiment au-dessus du lot, en tout cas sur l'avant-saison. Maintenant, on sait très bien que la solitaire, c'est un exercice un peu différent. On a vu des retournements de situation parfois, voilà, en la faveur du favori ou non. Donc c'est sûr que rien n'est joué. Mais oui, oui. Et puis ça fait quand même quelques années qu'il est cité grand favori et on va dire qu'il tourne autour du pot. Donc je ne serais pas étonné que ce soit lui cette année, mais la solitaire est une course impitoyable et peut réserver des surprises. Ouais, ouais, tu l'as dit, il tourne autour du pot depuis quelques années. Il fait troisième il y a 2 ans, troisième l'an dernier. Qu'est-ce qui manque encore pour passer de la case troisième à la plus haute marge du podium? Ah bah c'est toujours, ça se joue à peu de choses, hein. Il a le marin parfait n'existe pas, et puis la solitaire, il y a un peu plusieurs façons de l'emporter. On peut être très joueur et quand ça passe, ben on reçoit beaucoup de dividendes, mais parfois être très joueur, ça veut dire trop joueur et du coup se brûler un peu les ailes dans une option. Tom, il a vraiment des qualités pour faire avancer très vite son bateau et à n'importe quelle allure. Moi, je me rappelle de lui quand on a mis tous les Figaro 3 à l'eau la première année en 2019. Il y avait plein de grands champions qui étaient là, notamment quand on s'entraînait au pôle Finistère course au large. Et puis il y avait déjà un bateau qui se détachait un peu du lot, qui n'était pas toujours le premier sur les parcours, mais qui était toujours rapide, toujours bien réglé. Et c'était le bisu de l'époque, Tom Laperche. Et bah, il ne nous a pas déçus, hein, parce que c'est vrai qu'il avait fait second à sa toute première étape de la solitaire. Donc tout de suite, il a été à l'aise. Maintenant, voilà, Tom, il n'est pas très joueur dans ses options. Ça peut lui jouer des tours peut-être, ou inversement, ça peut lui permettre de l'emporter assez facilement parce qu'il n'aura pas pris de mauvaise option. Marcus, un petit mot. Est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Alexis? Pour toi, cet homme-là perche est au-dessus du lot avant cette 53e édition? Bah, oui, effectivement, sur le papier, tu as raison, mais je pense qu'il y a pas mal d'autres qui sont aux alentours. Je pense que ça serait plutôt les erreurs et les déficits des autres ou qui va faire, qui va montrer le vainqueur. Tom, évidemment, il est stable dans ce domaine avec le CMB, etc. Ça fait 4 ans qu'il est là avec eux et c'est sa dernière année, donc évidemment, ça serait pas mal pour lui de sortir en vainqueur. Mais
comme disait Alex, c'est quand même vachement compliqué cette épreuve. Et les grandes étapes, ça va monter. Pour moi, une maturité beaucoup plus importante sur sa comportement en mer pour des grandes étapes comme ça. 3 d'affilée avec juste entre 2 et 3 jours d'escale à chaque fois. C'est pas tout à fait la même chose. C'est très facile de gagner une grande course style Solomètre Coq ou Olmer ou quelque chose comme ça quand il n'y a pas deux autres tout de suite derrière ou avant. Donc, je me méfie un petit peu et je garde une réserve pour moi sur quelqu'un qui a un peu plus de, c'est pas maturité en âge. Moi, mon favori pour moi, c'est euh, Corentin Oro, parce que je pense il est suffisamment mature et il a fait suffisamment de milles pour vraiment comprendre ce que c'est des longues étapes et des courtes escales. Yann, de ton côté, tu connais bien le circuit Figaro, hein, tu étais adjoint à la direction de course aux côtés de Francis Le Goff avant de devenir directeur de course cette année. Tu as vu arriver Tom Laperche, je crois, qui fait 11e sur sa première solitaire, 3e sur les deux suivantes. Comment tu as suivi un peu la progression de ce marin? Bah, je le suis à travers les résultats effectivement qui sont la partie papier, puis je suis aussi également sur l'eau et les positionnements. Je rejoins complètement Alexis qui dit que Tom est extrêmement rapide et ce qui permet aussi de nuancer légèrement peut-être le pronostic de la solitaire par rapport à son excellente performance d'avant-saison. C'est-à-dire que les courses d'avant-saison, elles sont plutôt aux alentours de 400 000. Moi, j'ai suivi la Le Havre Cup en tant que directeur de course, où la flotte était très serrée et où Tom a brillé par sa vitesse. Après, c'est sûr, sur des parcours de 700 000, on a aussi des segments qui sont plus grands. On a aussi potentiellement plus d'écart latéral. Alors, c'est toujours dur de parler de favoris parce qu'il y a tellement de talents à bord et puis on a aussi des gens qui peuvent être un peu plus décomplexés, hein. Je pense à Fred Dutil qui va par exemple assez vite et qui lui peut être assez joueur dans ses options. Donc je pense que c'est quand même dur de mettre un favori, même si Tom a extrêmement brillé en début de saison et que sur les 4 dernières années, il a effectivement monté en puissance et qui est d'une régularité exemplaire en termes de vitesse de bateau. Ouais. Alexis, parlons justement de Fred Dutil que tu connais bien, hein. Il est directeur de la voilerie technique voile pour laquelle tu travailles. Il avait pris la deuxième place un peu à la surprise générale il y a 2 ans derrière Armel Lecléache grâce à une très bonne dernière étape. Comment toi tu le vois sur cette étape? Est-ce qu'il est capable de jouer encore le podium alors je sais pas si c'est beaucoup entraîné, mais il a participé qu'à la Solo Guicoten pour l'instant en signant quand même une bonne 6e ou 7e place. Je vais être obligé de dire du bien de lui, hein, ça reste mon patron, hein, donc non, je plaisante. Fred, c'est sûr qu'il a l'expérience joue en sa faveur, hein, il a de loin beaucoup plus de participation à la solitaire et à même beaucoup d'autres courses au large, parce que ça compte aussi. Pour lui, c'est sa 13e participation. Voilà, il sait ce que c'est d'être en tête du général, même au provisoire, après 1 ou 2 étapes. Il va naviguer de façon, je pense, complètement décomplexée. Il est vraiment heureux d'être là. Voilà, c'est ce qu'il avait envie de faire cette année. Il l'avait annoncé déjà en début d'année. Pour lui, il avait vraiment envie d'être présent cet été sur le Figaro parce il adore cette course. Donc c'est sûr que l'entraînement, il a un peu moins navigué cette année, mais je sais qu'il a toujours fonctionné comme ça aussi. Faut pas oublier que souvent, il faisait ses podiums au classement général quand il était déjà amateur et qu'il était expert en assurance, hein, donc il avait moins de temps que les autres pour s'entraîner. Et ça l'empêchait vraiment pas d'être très rapide. Non, moi je mise beaucoup sur lui et je pense qu'il va faire quelque chose de très bien. Ouais. Ouais, c'est quoi ses principales forces sur l'eau? Bon, bah, c'est un teigneux, ça que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur un bateau. Il est assez impressionnant comme ça. Il a un toucher de barre que moi je n'ai jamais vu encore avec quelqu'un d'autre. Pour moi c'est l'un des meilleurs barreurs en France. Et enfin, il sait régler un bateau parfaitement. Et c'est assez étonnant parce que des fois il a des réglages vraiment différents et il arrive à s'en servir pour vraiment faire aller vite. Donc
Non, je pense que ouais, il a vraiment beaucoup de cartes en main et en plus, il vient de façon complètement décomplexée et on a déjà vu que ça pouvait fonctionner sur une solitaire du Figaro. Donc ouais, non, je mise beaucoup sur lui. Ouais, effectivement, Marcus, le fait d'arriver, comme le dit Alex et Yann, assez décomplexé, sans trop de pression, est-ce que finalement ça aide à faire un bon résultat sur une solitaire? Est-ce que c'est un ingrédient qui peut bien marcher? Bah, je pense que oui, parce que la solitaire, c'est quand même une course à part et effectivement, comme on sait bien tous, mais comme redit Alexis, il en a fait quelques solitaires et aussi quelques grandes courses transat et autres. Donc, il sait ce que c'est que d'être capable de tenir jusqu'au bout, etc. Là, je reviens un petit peu sur les escales de cette course parce que encore une fois, les équipes qui sont organisées ou les skippers qui sont organisés, qui peuvent vraiment bien se reposer pendant les 2, 3 jours, ça va compter beaucoup plus. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui sous-estiment l'importance des escales aujourd'hui sur la solitaire. Et là, franchement, je pense que ça peut jouer là. D'accord. Et dans ces conditions, justement, du coup, quels autres prétendants à la victoire tu verrais? Forcément, c'est ceux qui ont un peu de moyens, qui ont une équipe derrière eux. Et quels sont pour toi les principaux rivaux? Tu parlais de Corentin Auro tout à l'heure et de Tom Lapers. Quels sont ceux qui peuvent, selon toi, jouer le podium, voire la victoire sur cette solitaire? Bah, tu sais bien comme moi que on n'est jamais à l'abri d'un coup sur la solitaire et il y en a une petite dizaine qui peuvent tenter quelque chose et de se donner 1 heure ou 2 heures d'écart sur un grande étape comme évoqué Alex tout à l'heure. Si on a un dorsal classique en traversant Gauth de Gascogne sur l'aller-retour à la Cône, moi je me souviens quand j'étais figariste dans les années 90, il y avait une dorsale qui a vraiment joué. Il y avait 3 bateaux qui sont partis à fond à droite et puis le reste de la flotte qui ont traversé en plein milieu et ça s'est joué là, quoi. Il y avait beaucoup de pertes de temps pour les gens qui voudraient pas prendre de risques et les gens qui n'étaient pas super bien au classement, ils ont regrimpé très très haut sur le classement général grâce à ça. Et on peut avoir la même situation encore. Donc, pour moi, il y a une bonne dizaine de gens qui sont capables, voire, de gagner cette solitaire, malgré le fait qu'il n'y a que 34 bateaux. Yann, toi, même si t'es directeur de cours, donc tu peux moins peut-être te mouiller que Marcus et Alexis, mais si tu devais parler des forces en présence sur cette solitaire, tu sortirais qui un peu du lot, en plus de ceux qu'on a déjà cités? Ouais, alors effectivement, c'est toujours un terrain délicat de parler de favoris. Après, ce qui est sûr, c'est que le Figaro, c'est quand même un bateau qui demande une expérience et une expertise. C'est assez dur pour les jeunes, surtout les jeunes qui sont un peu en recherche du budget, de pouvoir performer rapidement. On a parlé de Tom Laperche qui avait fait une première solitaire en tant que bisu en terminant 11e avec une étape de deuxième, que c'est sa première étape. Si on reste sur la thématique des bisus, bah, on a quand même un Guillaume Pirouel qui est presque, on va dire, un semi-bisu parce que il a une saison l'année dernière bien formée par Alexis. Et puis Guillaume, il avait aussi un bagage voile assez monstrueux. Il est assez brillé en avant-saison, donc il est aussi capable de faire des choses vraiment bonnes. On a les deux Massif Boy avec Loïs Béréard et Erwan Draoulek qui ont aussi des très très bonnes phases, une vitesse sous spi qui est assez impressionnante. Je rejoins Marcus aussi sur Corentin Auro. On en a plusieurs comme ça qui peuvent venir prétendre un peu sur un podium de la solitaire. Alex, la transition est toute faite. Yann parlait de Guillaume Pirouel, avec qui tu as navigué, hein, tu lui as transmis les barres du Figaro Région Normandie, la barre du Figaro Région Normandie l'année dernière en participant avec lui aux courses en double. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Est-ce que déjà au classement il est bisu sur la solitaire, pas bisu sur le championnat de France parce qu'il avait déjà participé l'année dernière, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Est-ce que c'est le grand favori déjà en bisu et jusqu'où il peut aller au classement général? Bah, Guillaume, ouais, c'est quelqu'un que je connais depuis pas mal d'années, hein, même avant, je le connaissais avant
qu'on fasse équipe l'année dernière. Et il m'avait tout de suite bluffé parce il a une maturité assez incroyable. Et puis c'est quelqu'un vraiment de très bosseur et qui a une mémoire assez incroyable, qui ne fait jamais deux fois la même erreur et qui apprend tout de suite de ses erreurs et tout. Et, et non, je le vois pareil. Hein, moi, en avant-saison, il m'a bluffé, oui et non, parce qu'en fait, je savais qu'il allait faire quelque chose de bien, mais c'est vrai qu'il a été assez impressionnant de tenir la dragée haute à d'autres du circuit qui sont là depuis plusieurs années. Donc, et d'ailleurs, je pense que ça fait très longtemps que un bisu ne fait pas autant peur, même pour le classement général, hein, parce que moi je discute avec pas mal d'autres figaristes et Montouzi, mais Guillaume il nous fait peur. Donc je pense qu'en bisu, c'est sûr que là il est vraiment plus que favori et pour le classement général, je le vois tout à fait faire un top 5 dès sa première année. Oui, tout à fait, parce qu'on parle de Bisu et je pense que dans les forces en présence, on a aussi Gaston Morvan, alors qui n'est plus Bisu, mais qui a fait une très belle solitaire l'année dernière. Donc, je pense que ça peut être intéressant de le voir avec un peu plus de maturité, ce que ça peut donner. Ouais, effectivement, hein, Gaston qui fait troisième de la solo Guicoten. Et quand tu parlais de Guillaume Pirouel, Alex, tout à l'heure, il fait deuxième de la solo Maître Coq, troisième de la Le Havre Mer Cup et quatrième de la solo Guicoten. C'est qu'il est vraiment dans le coup. Pour rebondir sur les bisus, Yann, quand tu regardes les 9 bisus, hein, c'est ce que je disais en introduction, quels sont un peu les autres bisus qu'on peut attendre en dehors de Guillaume sur cette édition? Eh ben, ça, c'est une question qui est sacrément difficile parce que je pense qu'en dehors de Guillaume, qui est un peu stabilisé en termes de performance, les autres sont capables de faire d'excellentes choses, comme d'avoir encore des erreurs importantes. Et on sait bien que le temps aide à gommer les erreurs. Et donc peut-être que certains sont déjà prêts, peut-être que certains ont déjà réussi à bien analyser leur avant-saison et attaquer la solitaire prêts à faire moins d'erreurs. Donc j'ai pas forcément de nom à donner. Par contre, c'est sûr que ça peut y avoir des très bons coups des bisous. Marcus, toi, quand tu regardes la liste des visus, est-ce qu'il y en a un ou deux autres qui sortent du lot? Oui, oui, forcément. Pas pour moi. C'est un peu le même cas que Guillaume, dans la mesure où c'est une espèce de faux bisu parce qu'il a déjà fait un petit peu de Figaro il y a longtemps. C'est Laurent Borges que je connais très bien, d'avoir bossé avec lui, avec Tom Marion sur LinkedIn pendant quelques années. C'est quelqu'un qui est un peu plus âgé, qui a quand même fait beaucoup de courses, beaucoup de miles au large, etc. Qui connaît très bien maintenant son Figaro 3 et je pense que ses performances ont monté au fur et à mesure que la saison a commencé. C'est quand même quelqu'un qui peuvent être là aussi. Marcus, on va rester avec toi. On va parler maintenant du Vivi Trophy, hein. C'est toi qui a été à l'initiative de ce trophée qui récompense le premier étranger sur la solitaire. Ils sont 10, hein, donc plus du quart du plateau cette année. Déjà, j'imagine que pour toi, c'est une satisfaction. Tu as sans doute joué un rôle dans cette participation qui, je ne sais pas si elle est record, mais peut-être elle est record en tout cas au ratio par rapport au nombre d'engagés. Oui, ben, je réfléchis pas trop comme ça. Enfin, je pense que c'est juste c'est normal qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui viennent avec la visibilité que la course au large globale a dans le monde aujourd'hui et qu'il y a de plus en plus, que ce soit Vendée Globe, les Ultimes, les grands transats, etc. Euh, c'est à peu près la même chose en IMOCA et en mini, qu'il y a de plus en plus d'étrangers. C'est vrai que j'ai joué un petit rôle dans tout ça. Le Vivi Trophy, c'est quelque chose que j'avais envie de mettre en place pour récompenser l'effort des gens qui sont très forts, mais qui n'ont pas les moyens ou pas les moyens financiers, mais pas les moyens techniques ou compréhension. C'est très difficile déjà pour des Français d'être compétitifs dans ce milieu, de trouver un bon encadrement, le budget qui va avec. Alors, pour les étrangers, de venir en France et de s'y installer, de comprendre comment ça marche, les différences culturelles, de voile, etc. Et aussi cette discipline qui peut pratiquer en dehors de la France, qui est la solitaire, surtout à ce niveau-là, c'est quand même quelque chose qui,
forcément, s'il y a un trophée pour eux de récompenser ça, c'est très bien. C'est Alan Roberts et Tom Dolan qui ont partagé le trophée jusqu'ici. J'aimerais bien, je dis pas ça à Alan ni à Tom, que Neil Spameri gagne cette année parce que ça serait bien d'avoir quelqu'un d'autre sur le coup que ces deux-là. Les autres, ces trois-là sont capables de faire podium aussi, ou même de gagner s'il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel, mais surtout de gagner des étapes, comme on a vu déjà avec Niels, il est capable de gagner des grandes courses en Figaro, et Alan et Tom, ils ont fait podium maintes fois ensemble et en solitaire. Donc, je suis très content de voir que ces trois-là sont toujours avec nous. Alors, par contre, les autres, c'est ce que je vois, ce qui me donne beaucoup de plaisir, c'est qu'il y a 3 Irlandais sur la course cette année, il y a 3 Britanniques, j'étais un peu, voire très impliqué dans leur début de formation ou même dans la gestion de leur projet à un moment donné. Donc, on les a donné tous envie de retourner, de continuer. Ce qui est peut-être plus intéressant aussi, c'est que je suis aussi très fier d'avoir aidé Sani Böck qui vient de l'Allemagne, une jeune Allemande qui a gagné une médaille d'argent aux Jeux Olympiques l'année dernière. Je l'ai rencontrée sur un tour d'Europe en IMOCA l'année dernière. Elle m'a dit, après les Jeux, je veux me consacrer sur la course au large parce que j'ai fait 14 ans de Jeux Olympiques et je vois très bien que la suite de ma carrière, enfin, j'ai toujours imaginé ça après les Jeux, que je ferais de la course au large. Donc, elle est venue et maintenant, elle commence à trouver les manettes de comment ça marche ici. Elle a trouvé un super sponsor avec DB Schenker, un sponsor allemand qui serait avec elle pendant quelques années. Et ça, c'est vraiment quelque chose que la solitaire nous laisse euh, intégrer des gens de l'extérieur. Enfin, c'est du fait qu'il y a un parcours sportif, un parcours circuit de course en avant-saison, etc. Avec la course phare de l'année, la solitaire du Figaro, est très très important. Donc, Sani, j'espère qu'elle va faire une belle solitaire. L'objectif pour ces gens-là, c'est de couper la ligne d'arrivée 3 fois, les 3 étapes, pas plus que ça, et de découvrir ce que c'est, et puis de revenir l'année prochaine et l'année après pour venir de plus en plus. Mais le fait qu'on est capable maintenant d'attirer des grands champions d'autres milieux, de l'étranger, ça veut dire qu'on a quelque chose de bien entre nos mains, mais aussi euh, il faut quand même qu'on commence à voyager encore pour faire des escales dans d'autres pays. Alexis, tu voulais réagir? Ouais, ben, c'est vrai que c'est un beau signal, je trouve, qu'il y ait autant d'étrangers cette année. Et effectivement, la Solitaire du Figaro, je pense qu'il n'y a pas mieux comme carte de visite ensuite pour prétendre devenir équipier ou équipière sur une Volvo Ocean Race, hein. Justine, par exemple, Justine Métro, c'est un bon exemple, hein. Elle s'est fait connaître sur le circuit mini, puis après, elle a brillé tout de suite sur le circuit Figaro. Et maintenant, c'est une équipière plus que recherchée pour une Volvo, pour un projet IMOCA, etc. Et, et je pense que voilà, les figaristes sont toujours très recherchés, hommes ou femmes, pour ensuite intégrer des parcours comme ça. Et on a une énorme carte à jouer avec ce circuit. Yann, tu voulais rebondir également? Oui, tout à fait, parce que je trouve ça déjà bien comme Marcus et Alexis, que ça s'ouvre un peu aux étrangers. Et c'est sûr que le travail de Marcus dans le domaine favorise vraiment beaucoup ça. Et moi, je voulais aussi rajouter que ce qui est aussi notoire, c'est que dans les étrangers qui viennent là, on a aussi des amateurs. Et je trouve ça bien que il y ait les deux qui soient mêlés. Et on manque parfois d'amateurs en France parce que le circuit est devenu assez fermé avec des pôles et des jeunes qui s'entraînent et qui sont vraiment super top de leur performance, qui sont très aguerris. Et c'est sûr que pour un amateur en France, c'est parfois plus dur de pouvoir s'intégrer dans cette logique de régate, de découverte, avec des petits jeunes qui sont déjà au taquet. Donc je pense que c'est un point qui est important d'avoir aussi des amateurs qui viennent par les étrangers. Ça peut aussi, j'espère, donner des idées à des amateurs éclairés français qui voudraient venir se confronter sur la solitaire à des marins entraînés. Marcus, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, bah, je rejoins totalement ce qu'a dit Yann au sujet des amateurs éclairés et autres. Je gère deux cette année, un Irlandais, un Écossais, enfin un Britannique, Conor Fogarty et Pierce Copham, qui sont vraiment des amateurs éclairés. Conor qui a 52 ans, qui a fait beaucoup de voiles pendant sa vie à différents niveaux, mais jamais à ce niveau-là. Mais il a tenté déjà la transat en solitaire, ce qui s'appelle le All-Star maintenant, qui était la transat anglaise autrefois. Et il avait gagné ça il y a quelques années en Jano 36. Il y a quelques années. Et puis Pierce, bah, c'est un mec incroyable. Hier soir, à 16 heures, il a coupé la ligne d'arrivée les Sables, Azores et Sables dans son mini. Et cette fin de semaine, il enchaîne avec la solitaire. C'est pas la première fois cette saison où il enchaîne une course en mini et une course avec une course en Figaro. Lui, c'est un cas à part. C'est vraiment des types de personnalités dont la course au large a toujours eu. Et c'est fort bien de les voir venir et j'espère que leurs objectifs, évidemment, c'est de couper la ligne d'arrivée 3 fois et de dire à la fin, j'ai fait la solitaire du Figaro. Ils n'ont pas d'ambition plus importante que ça, à part d'être là, mais leur contribution en richesse et en expérience et en caractère dans le milieu de la course au large et sur la solitaire du Figaro est très important et je pense que les jeunes, ils ont beaucoup quand même à apprendre à eux. Il y en a pas mal qui disent mais pourquoi il fait ça, il est fou, mais pourquoi, etc. C'est pour tout le monde la course au large et ça me souvient quand j'étais plus jeune et j'étais figariste dans les années 90, il y en avait un tiers de la flotte presque qui étaient des amateurs. Enfin moi j'en faisais partie. C'était les vacances d'été, le grand circuit, le grand périple avec la famille en assistance course, de visiter des différents ports de France et l'étranger. Et je pense que c'est quand même très très important qu'on les encourage, les amateurs et même les vieux. Alexis, à propos des étrangers, toi, tu as régaté contre Tom, contre Alan, contre Niels, dont parlait tout à l'heure Marcus. Est-ce que tu vois un de ces trois-là ou voir d'autres jouer un podium sur cette solitaire? Bah, celui que je connais le plus, c'est Alan, parce qu'on a souvent l'occasion de naviguer ensemble sur des bateaux en équipage, plutôt des sportboats, hein, comme des Melges, des J70 et tout. Et puis surtout, Alan était comme moi au pôle Finistère course au large, donc c'est vraiment avec lui, j'ai le plus souvent navigué, avec ou contre d'ailleurs, mais on s'est souvent aussi donné rendez-vous pour des speed tests à deux bateaux, etc. C'est sûr que Alan, pareil, il a une grosse expérience. Je crois qu'il a pas loupé de Solitaire du Figaro depuis 2014. On l'a déjà vu faire des top 10. L'année dernière, il a fait un podium d'étape sur l'étape 3. Donc c'est vrai que c'est pour moi celui qui a le plus de cartes pour faire un podium en tant qu'étranger. Après, Tom Dolan aussi, il commence à avoir une sacrée expérience. Et puis Tom, il n'hésite pas à faire des options. Donc si l'option est bonne, il peut récolter de, il peut récolter le fruit de ses options. Donc ça va être intéressant. Et puis bien sûr, Niels, il est solide. J'ai l'impression qu'il a un petit peu plus de mal cette année en avant-saison, mais bon, il ne faut pas oublier qu'il est quand même vainqueur de la Transat en double de l'année dernière, et ça, c'est pas rien. Il y a aussi 5 femmes, ce que je disais en introduction, sur cette 53e édition, dont une avec qui tu as navigué cette année sur la Sardinia Cup, Elodie Bonafous. Est-ce que tu vois Elodie faire un joli coup? Elle dispute cette année sa troisième solitaire. Est-ce qu'elle a les moyens de jusqu'où elle peut aller? Qu'est-ce qu'elle peut prétendre sur la solitaire? Et d'une façon générale, est-ce que l'une de ces 5 femmes peut viser haut sur cette solitaire? Oh oui, oui, c'est sûr que Elodie, elle sait déjà comment elle connaît parfaitement le fonctionnement d'un Figaro 3. Et puis c'est sa troisième année, on voit qu'elle est en progression constante. Puis c'est vrai que je naviguais avec elle, hein, donc moi elle m'a impressionné parce elle est dure au mal, elle est à la fois très bonne régleuse et très bonne barreuse. Elle a énormément de cartes en main. J'espère qu'elle osera un peu tenter des coups. J'ai l'impression qu'elle navigue très souvent dans le paquet.
Donc j'espère que de temps en temps, elle aimerait bien un peu faire sa propre route. Je pense que ça pourra lui apporter beaucoup. Ensuite, j'ai un petit peu navigué avec Charlotte parce qu'elle a son jeu de voile et de la voilerie technique voile et j'ai été assez bluffé par Précise juste Charlotte Yven qui est sur Team ouais, Conversation. Charlotte Yven. Ouais. Exactement, et donc c'est sa deuxième année. Elle a montré de très très belles choses l'année dernière. J'ai été assez bluffé par sa façon de barrer un bateau. J'ai trouvé vraiment très 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 doué à la barre. Et on sait que c'est quand même important parce que c'est une course où on passe de longues heures à la barre. Et je sais qu'elle aime bien tenter des options. Donc ouais, ouais, je suis assez confiant pour elle. Et enfin, bah, il y a Violette qui est vraiment en progression constante. J'ai l'impression que là, cette année, elle se sent sereine et elle n'a pas peur d'aller jouer des coups, enfin de vraiment, elle a pas de complexe. J'ai l'impression cette année. Et c'est vrai qu'elle a un avenir qui lui paraît un peu tout tracé et j'ai l'impression qu'elle déroule ça d'une façon très naturelle. Donc c'est sûr que ces trois-là, à mon avis, vont faire de très belles choses cet été. Violette d'Orange, hein, on précise, qui dispute Oui, pardon, Violette également d'Orange. sa troisième édition. On va continuer rapidement avec toi, Alexis. On est maintenant à 5 jours du départ de la première étape. Tous les bateaux sont arrivés hier à Nantes. Le village officiel est ouvert depuis aujourd'hui 10 heures. Qu'est-ce que font les marins maintenant comment se passent les 5 derniers jours avant le départ de cette première étape? Est-ce qu'il y a des routines? Toi qui a disputé 16 solitaires consécutifs, comment tu préparais, comment tu vivais un peu ces 5 derniers jours avant le départ? Alors, bah, donc, si je me trompe pas, ils sont arrivés hier. Donc là, voilà, ils prennent un peu leur quartier dans soit les hôtels, soit les logements. Et puis maintenant, ils vont avoir à la fois des rendez-vous avec la direction de course. Donc ça, je pense que c'est un peu plus tard. Mais après, ils ont des rendez-vous médias. Et puis, je pense qu'ils ont encore quelques petits détails techniques à régler. Il y a les contrôles sécurité à passer. Donc ça, après, ça dépend un peu comment ils sont organisés avec leur équipe technique. Euh, je pense que là, aujourd'hui, ils n'ont pas encore trop mis le nez dans les fichiers météo parce que je pense qu'on est trop loin de l'échéance. Mais par contre, je pense que oui, ils vont continuer bah voilà, à préparer leur parcours, etc. Et puis, bah, je pense qu'il faut là, on n'est que mardi, mais je pense qu'il faut qu'ils continuent à s'oxygéner un peu avant de rentrer en apnée pendant un mois. Donc je pense qu'aujourd'hui, voilà, ils vont rester un peu détendus. Et puis, plus les jours vont s'approcher du grand départ, plus ils vont avoir des rendez-vous un peu météo et ils vont un peu rentrer dans leur bulle. Ouais, justement, Tout va s'accélérer plus le départ arrive parce que à la fois ils auront des infos sur le parcours définitif de l'étape et puis sur ben, un peu entre guillemets à quelle sauce ils vont être mangés pour la météo. Puis ça va être aussi le moment de faire les derniers achats pour la nourriture, charger l'eau à bord. Et puis après, on a toujours le matériel qu'on emmène ou pas selon l'étape. Est-ce qu'il faut partir très léger ou pas. Donc tout ça, ça va s'organiser dans les jours à venir. et Yann, le directeur de course, quel est le programme d'un directeur de course sur les 5 jours à venir après l'ouverture officielle du village aujourd'hui? Et bah, le programme, c'est effectivement de veiller à l'ensemble de la sécurité de la course et également de commencer à réfléchir à la première étape parce qu'on a effectivement un parcours qui est tracé, mais on a la météo qui joue toujours un peu les garde-fous, hein. Donc moi j'ai déjà commencé à faire tourner les routages ensemblistes, comme on dit, en prenant les différents modèles de vent. Pour l'instant, le début semble à peu près calé. Il y a de l'incertitude sur la fin. Ça devrait partir au près. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'événement majeur qui semblerait compromettre la première étape, mais on suit ça de près pour bah, toujours bien anticiper. Et si on devait changer de parcours ou de confirmer le parcours, le dire le plus tôt possible, hein, parce qu'on sait aussi que, comme le disait Alexis, que le travail des marins, il est un peu compliqué là-dessus. Donc on essaye toujours de leur faire, comment dire, un parcours étape au moins 48 heures avant le départ pour qu'ils aient le temps de travailler. Et puis, D'accord. et puis on prépare les briefings, l'ensemble des briefings. Donc
un briefing IC sécurité avec donc toutes les instructions de course et toute la sécurité en mer qui a lieu mercredi après-midi, un briefing BISU le jeudi matin pour revenir sur les différents éléments et puis qu'ils puissent poser des questions librement. Et puis on suit aussi le dossier avec les contrôleurs d'équipement pour être sûr d'avoir tous les bons éléments de sécurité à bord, les bonnes informations des balises EPIRB et PLB qui sont des balises satellites en cas de problème, etc., etc. Et on rappelle que sur la solitaire du Figaro, la direction de course suit les concurrents sur l'eau. Est-ce que tu peux nous parler rapidement justement de ce dispositif sur l'eau? Toi, tu seras à bord d'un. Il y a combien de bateaux suiveurs cette année et comment ça s'organise sur le plan d'eau? Alors il y a 2 bateaux suiveurs, un qui est un trimaran motorisé qui s'appelle Express, qui est plutôt réservé à la partie médiatique, mais qui a aussi une fonction sécuritaire si les conditions météo le nécessitent. Et on a un bateau de direction de course qui pour cette année est un catamaran à voile. Donc on discute ensemble pour se positionner au milieu, enfin du mieux possible sur la flotte pour avoir ce qui s'appelle un maillage VHF optimal pour pouvoir être en contact avec l'ensemble des concurrents le plus possible, parce que la journée est également rythmée sur différentes vacations. On a des vacations sécurité, on a des vacations météo, on a des vacations classement, ce qui leur permet de pouvoir suivre un peu la course et puis d'actualiser leurs informations météo pour les fins de parcours qui sont parfois pas toujours claires dans les modèles météo. Oui, parce on rappelle que sur la solitaire du Figaro, ils peuvent pas charger de fichiers météo à bord, hein, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Ils ont aucune connexion avec l'extérieur. Les seules connexions qu'ils ont, c'est avec les bateaux sur l'eau. Donc, on leur fait un point météo par jour, tous les matins à 9 heures. On a 2 vacations sécurité à 7 heures et à 19 heures. Et on a 2 vacations classement, une à 6 heures et une à 18 heures. Marcus, toi, quel va être le programme pour toi sur les 4-5 jours à venir? Tu disais que tu accompagnes aussi des marins étrangers. Ça va être aussi ton rôle de les aider à gérer cette approche de leur première solitaire? Oui, c'est peut-être pas aussi détaillé que ça dans les trucs de pure performance. C'est plutôt la vie à bord, de les aider à faire en sorte que tout leur dossier administratif soit complète pour le grand plaisir de Yann. Ce qui est des fois un peu compliqué pour les étrangers parce que on n'a pas tout le même contrainte administrative pour prendre la mer qu'en France, mais on est en France, donc c'est comme ça. C'est aussi de les assister avec des briefings pour les non francophones. C'est quand même, il y a des longs briefings, surtout le briefing sécurité qui est hyper importante, mais pour les gens qui parlent pas français, ils décrochent très vite de ces briefings et donc c'est de les accompagner là-dedans pour qu'ils soient vraiment à jour de tout ce qui est prévu et de les aider avec l'interface avec la direction de course et l'administration pour comprendre les choses et parce que surtout pour les bisous et les étrangers, c'est quand même pas comme les autres courses qu'ils ont fait déjà cette année. C'est un poil plus sérieux dans la mesure où c'est plus long, c'est plus intense et il y a plusieurs étapes et il y a toute la partie logistique aussi qui va avec. Donc c'est un ensemble de choses. C'est difficile à expliquer tout ça, mais c'est une constante accompagnement et de hiérarchie les choses qui sont importantes de faire. Pour être capable de partir et de faire une course au meilleur de sa potentiel et de pas concentrer sur les choses qui ne vont pas apporter des plus maintenant à 5 jours du départ. Alexis, toi, tu vas pas, on l'a dit et redit une partie, tu n'es pas au départ cette année. Comment tu vas suivre cette solitaire? Tu vas aller un peu sur place? Est-ce qu'il y a un peu de fourmis dans les jambes quand même quand on voit s'élancer la course sans soi alors qu'on y a participé 16 fois consécutives avant? C'est vrai que ça va presque être un peu nouveau pour moi, parce que ça fait quand même 16 ans que j'étais au départ. Mais voilà, je voulais absolument faire une pause pour revenir voilà, encore plus fort. J'espère revenir dans un avenir assez proche. Mais par contre, je vais suivre ça, oui,
pense que j'irai aux étapes avec un peu aussi la casquette de la voilerie, hein, pour peut-être qu'il y aura des voiles un peu à réparer selon les étapes et tout. Et puis, bien sûr, non, je vais suivre ça à la carto. Et puis normalement, oui, je viens au départ amener voilà, encore quelques petits kits de voilerie à nos clients. Donc, puis c'est l'occasion aussi de venir dire bonjour. Bon, et est-ce que pour toi, il y a des navigations encore prévues d'ici la fin de saison, ou c'est 100% voilerie? Quel est un peu ton programme de fin de saison? Ouais, j'ai encore quelques régates, alors pas grand-chose, mais oui, oui, il y a quelque chose notamment qui sera annoncé bientôt. Mais sinon, je pense que je vais aller participer à des grandes classiques comme la Rolex Middle Sea Race en IRC et peut-être une Sydney Hobart également. On m'a contacté la semaine dernière à ce sujet, donc voilà, c'est en cours de Et discussion. est-ce que tu vas jouer un rôle sur la route du Rhum? Est-ce que tu accompagnes des skippers? On sait que souvent les marins qui n'y participent pas sont dans les cellules routage. Est-ce que c'est ton cas? Non, alors pendant longtemps, moi j'avais un projet de faire le Rhum, et puis bon, ça s'est mal goupillé avec une livraison de classe 40 trop tardive. Du coup, je ne pense pas, enfin aujourd'hui en tout cas, je n'ai pas prévu d'être dans une cellule routage, mais voilà, peut-être que je serai appelé. Après, voilà, j'ai déjà pas mal d'obligations au sein de la voilerie, donc je pense que pour une cellule routage, il faut vraiment être à 100% détaché, et voilà, je suis pas forcément très disponible pour ça non plus. Yann, toi, la route du Rhum, au programme en tant que au sein de la direction de course? Oui, tout à fait. Je vais rejoindre, on va dire, mon poste entre guillemets d'origine en étant l'adjoint de Francis, ce qui est toujours un plaisir parce que on l'a peut-être pas assez souligné, mais avec Francis, on travaille depuis plusieurs années ensemble. Et il m'a beaucoup appris, il m'a aussi formé. Je pense que je l'ai aussi formé, donc je suis très content de retravailler avec lui sur la route du Rhum. Ouais, qui va être un sacré dossier avec 100, plus de 130, plus de 130 bateaux au départ. Ouais, c'est un sacré dossier parce qu'il y a effectivement 138 bateaux au départ. Et Marcus le soulignait tout à l'heure, il y a toujours des dossiers administratifs, des protocoles, des choses à faire. On a notamment le suivi des qualifications où chaque marin doit faire un parcours de 1200 milles nautiques avec au moins 120 milles nautiques au près. Et chaque marin et chaque remplaçant. Donc on a effectivement un suivi des qualifications et des dossiers administratifs qui est assez chronophage avant le départ de la route du Rhum. Marcus, un petit mot pour finir, pour la saison Figaro. Elle n'est pas complètement terminée avec cette solitaire du Figaro, parce qu'il y a un national équipage, hein, je crois. Il a lieu quand et où? Donc oui, effectivement, tu as raison. On a fait un National Figaro 3 pour la première fois l'année dernière avec nos amis à la Trinité. C'était le Speed West France qui était en retard à cause du Covid l'année dernière, et on a profité pour y aller. Ça tombait super bien en timing. C'était 3 semaines après l'arrivée de la solitaire. Cette année, on a eu, dans très peu de temps, on a eu 17 bateaux pour cette épreuve l'année dernière. On essaie de faire mieux cette année. On s'est bien rendu compte que il faut que le cahier de charge soit bien, donc c'est pas plus d'une demi-journée de convoyage depuis Lorient pour que les gens peuvent venir en fin de saison, parce que c'est le mois d'octobre. C'est du 7 au 8 7 au 9 octobre. C'est en équipage à 4. Il y aura une course, donc c'est depuis Lorient. C'est organisé cette année par le CNL avec la classe, évidemment. Et ce qui est bien, c'est que les Figaro seront sur le port de la base juste avant que toute la flotte de la route du Rhum quitte le port pour aller à Saint-Malo pour le village de départ. Donc, il y aura pas mal d'animations pendant cette semaine-là. Accessoirement, j'organise des stages de prise en main des Figaro 3 en équipage pour 2-3 équipes étrangères à Lorient les 2-3 jours avant pour qu'ils puissent prendre en main les Figaro pour être prêts à faire les 3 jours du national. Mais t'inquiète pas, ça serait pas en clash avec le Tip and Shaft le Tip and Shaft à Nantes. Donc non, non, ça c'est, et donc tout de suite après, bon, il y a
Il y a un skipper massif 2023 sélection qui, j'ai cru comprendre, sera en féminine cette année. Ça, c'est le même temps. Et ensuite, il y aura d'autres surprises qui attendent la suite, mais ça serait annoncé ultérieurement. Mais ça va continuer, oui, effectivement. Il y a quelques petites stages et surtout pour des étrangers de venir goûter un peu ce que c'est le Figaro avec suffisamment de temps de se préparer pour faire la Transat Paprec qui est la prochaine grande course après cette solitaire, qui est en fin avril, Transat en double, mixte, donc hommes et femmes à bord, en partant de Concarneau en arrivant à Saint-Barthélemy, sponsorisé par Paprec et organisé par OC Sport, 30 avril l'année prochaine. Et donc, faut quand même qu'on commence à organiser que les gens soient suffisamment entraînés avant de venir, avant de prendre le départ. Donc voilà. Très bien. Messieurs, pour finir, petite question piège, je vais vous demander de vous mouiller un petit peu, comme on le fait régulièrement dans Tip and Shaft avant les grandes courses. On demande à quelques experts dont vous êtes de nous donner leur podium de la course en question. Est-ce que je vais vous demander donc de vous mouiller, et est-ce que vous pouvez me donner votre podium de la 53e édition de la solitaire? Qui veut commencer? Allez, on va commencer par Alexis. La fameuse question piège. Allez, La Perche 1, Oro 2 et Dutil 3. Bon, Yann. On est vraiment obligé de répondre aux questions pièges? Oh, bah vas-y, mouille-toi, ça n'engage que toi. Je saurais pas de donner un podium, c'est tellement varié, mais au moins un top 5, on va dire que les trois cités par Alexis, complétés peut-être par Guillaume, Loïs ou Erwan. Et puis par contre en avant-première, un podium de la solitaire 2023 avec Alexis Loison qui gagnera. Bon, bon Alexis, la pression est sur toi. Marcus. Je prends. Eh bien, je tiens toujours à Corentin, mais je pense qu'il faut dire que les massifs et les perches, le perche et Fred et sont vraiment les favoris pour le top, pour le podium. Je vois bien aussi un étranger qui peut faire un coup, style Tom, Alan et Niels, qui peuvent aussi faire ça, mais j'ai hâte de voir. C'est ça la beauté du sport, parce que on sait pas, on peut pas vraiment dire oui, mais effectivement les grands tenants ils vont tous être là. Guillaume Pirouel, il est capable de, s'il est pas dans les 5, je pense que ça serait étonnant. Et voilà. Donc je pense que on voit bien comme ça. Bon, et ben résultat des courses dans un peu moins de 4 semaines du côté de Saint-Nazaire où se terminera cette 53e édition. Mais messieurs, merci beaucoup de toutes ces précieuses informations sur cette 53e édition qui se lance dimanche de Nantes, qu'on va bien évidemment suivre avec assiduité sur la cartographie de la course. Et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un 83e épisode de Post Report. Messieurs, bonne journée et sans doute à Nantes dans les jours qui viennent. Merci, bonne journée. Ouais, merci beaucoup, à très bientôt. Merci Axel.